Bon, comme on a Dolph Ndaye, Nazali Mokomi, Pe Motangi, avant tout Nazali Congolais, donc jeune Congolais. Présence Tanga Awa, ils ont justifié par le fait qu'ils n'avaient pas participé à la jeudi critique, où ils allaient pour la biso grande rencontre, trop grand rendez-vous, il y a des lecteurs, des écrivains. Bisika Otoyaka pour la collection bango, ninge totangeli mikana na bango, ne totangeli makomi na bango, collection bango autocepé nango te pe kuto na mituna pour la ko ça soit bien bakamusu to ka ki bien te to comprendre ki bien te. Vous avez une note particulière à ça livre toto zelaka na kati. Bon, moni na kati wana eza lokola bisika mo sacré hein. Donc ce qui se passe à Rome reste à Rome. Tous et attend to comme sur place ne ma remis sur bima. Pour l'instant, on a hâte il y a un un terrain tout vivre la sensation on a Champions League ya ba écrivain na ba lecteur. Merci beaucoup. Merci tonton Djeli. Mon présence nangai na espace au miezi. Ils allaient justement pour ajouter un peu un mot à dire. Na kati ya ouvrage oyo ezali écrit par Godefroy Mwana Boato. C'est-à-dire que ezaki na nous livre té. Mais comme il livre ton et comme il a beaucoup d'amis sur le lecteur. Parce qu'on dit que les livres existent à partir du moment où on commence à les lire. Yango de Toé Awa, on a débattre sur Yango. Parce qu'on dit que l'écrivain commence l'œuvre, mais c'est le lecteur qui achève. Tous on a pour le blanc sur livre. Et s'il faut qu'on applaudir, on peut applaudir. Mais ce qui est alipé dans ma famille, c'est qu'il faut rectifier. Pour que ça, il y a un amour et littérature congolaise. Oui, vous avez un ça, c'est parmi un peu dans le bon, ce qui m'a beaucoup plus impressionné dans cet ouvrage, c'est que l'auteur s'est engagé à un peu dénoncer quelques méfaits dans la société congolaise. Donc, à se cacher dans le langage naïf. Il a été un peu direct. Que même un enfant des primaires secondaires a face à la réalité à Congo. Dans la facilité à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement dans le ce qui m'a beaucoup plus intéressé. Et puis, style n'est vraiment compliqué. Ma phrase est un peu concise pour permettre que tu comprennes avec facilité l'œuvre. Godefroy l'a écrit en tout cas. Il nous a écrit un roman. Ainsi sont faites les liens des éditions projetées. Alors, je vais passer la parole. C'est peut-être une idée insupportable, dégueulasse et bourgeoise, mais il faut l'accepter. C'est ça notre vie, essayer de faire la littérature. Mais oui, aussi en parler. Car en parler est aussi une manière de la maintenir en vie. Et tant qu'elle sera en vie, la nôtre même ne sera pas tout à fait perdue, comme le dit Mohamed Bougassar. La littérature, notre littérature, étant la chose la plus noble que nous devrions sauvegarder et faire vivre, un cerveau brillant, à part ses capacités non seulement salvatrices, mais aussi créatrices, fait vivre et brandit la plume pour faire vivre la littérature, comme le dit l'association de jeunes écrivains du Congo, la JECO, ici, ensemble rallumons les lampions de la littérature. Godefroy Kahambo Mwanabwato, juriste, écrivain et parolier, comme on le définit, par l'encre de sa plume, nous sert à cette table littéraire une sauce à ingrédients bien mesurés, de manière à faire saliver notre envie de lire comme d'écrire.
ainsi sont faites les lianes. C'est pourquoi je nous invite donc à sauter sur cet ouvrage, à la croquer à pleines dents, afin d'en comprendre le sens et de nous en approprier le captivant message. Plus que simplement historique et anthropologique, pour ma part, j'essaierai d'être bref, histoire de vous faire venir l'eau à la bouche. Vous laissant la large latitude de découvrir le reste par vous-même. Et sur ce, je vous fais confiance. Je fais confiance à vos capacités de lecture. Ainsi sont faites les lianes, comme nous venons de le dire, est une œuvre romanesque magnifique et forte par sa richesse de symboles et sa beauté dans ses formes. Cette œuvre peint l'histoire de la RDC en son contexte de conflit et de guerre, qui, comme nous le savons tous, est le vécu quotidien de la partie est de notre pays. L'interconnexion difficile à présager des cultures, langues et origines de peuples congolais, dont les limites avec les voisins ne sont qu'un héritage de la colonisation. Dans ce livre, tout part de la prison centrale de Makala, où, comme par un simple hasard, deux compatriotes congolais se rencontrent et tissent un plan d'évasion basé sur la confiance. Chacun venant d'un coin opposé à l'autre du pays, les deux compatriotes vont cheminer ensemble et se retrouver à Guémena, où ils vont croiser un autre Congolais avec sa compagne des nationalités de nos colons. Durant leur parcours, l'équipe hétérogène de culture et de langue va passer par de multiples événements tragiques, mais restera toujours unie par ce lien dont le départ ne remonte pas à très longtemps. Et ce lien va émettre des métastases pour croiser deux autres petits-enfants, orphelins, qui auront perdu leurs parents dans un contexte de guerre. Qui perdure en enfonçant le destin de tout un pays. Qui venait de la prison, ainsi que l'autre journaliste qui venait avec sa compagne. Et ensemble, ils vont cheminer. Ces actes de guerre qui ont plongé et enfoncé le pays dans un horrible état où, on va dire, il n'était pas beau vivre à l'est de la RDC. Ce cocktail de mots tissés les uns sur les autres, le Nala et le Congo, ensemble sans distinction de culture et de langue, tout en se focalisant sur le Congo comme un projet, le mot et de l'auteur, je dis. Les figures marquées qui défilent sous nos yeux dans cet ouvrage sont Zaché Diagenda, vieux gourou incarcéré ensemble avec Bokoso, un ancien pilote de guerre, Michel, un journaliste français d'origine du Togo, Julie, une Belge mariée à Michel, Dovaya et Masika, les deux petits orphelins victimes de guerre. Dans ce beau roman, on trouve des belles images, des phrases à tournure obsédante qui portent l'écriture à son point le plus mérité. Je
Je vous invite donc à vous procurer cet ouvrage pour en saisir le message dans ses plus forts détails et s'en approprier le contenu, comme l'a fait autrefois Mwanaboito, se conformant ainsi à ses congénères. Voilà, je pense en avoir dit assez sur cette histoire que je vous invite à lire en son profond contenu. Merci. De manière intégrée, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter pour que l'on puisse savoir qui est votre histoire? Moi, par exemple, je vous ai découvert avec l'assistance de Liane. C'est quoi votre cursus? Comment vous allez arriver à l'écriture? Je suis avocat, en même temps juriste d'entreprise. Mais à mes heures perdues, j'écris. Quand je dis j'écris, je me concentre plus sur la prose. Et disons, la prose, où j'écris des nouvelles et des romans. Et ainsi sont faites les liens. C'est en effet mon deuxième roman, pas le premier. J'ai sorti un premier roman en 2012 aux éditions L'Harmattan qui s'intitulait Les Dents et Tristes. Celui-ci, c'est donc le second après un long moment de silence. Mais entre-temps, j'ai publié un recueil de nouvelles en auto-édition. Avant ce roman qui vient de paraître aux éditions Les Lettres Mouchetées, il y a un recueil de nouvelles d'Esther Calciné que j'ai édité donc moi-même en auto-édition. Je suis congolais. Je pense que c'est indiqué au dos du livre et je trouve que c'est suffisant ça comme présentation. À moins qu'il y ait une autre question qui me permet d'entrer dans plus de détails. Présentement, je n'ai pas une autre question, mais j'aimerais quand même faire j'ai aimé l'histoire. J'ai surtout aimé la technique que tu as utilisée. J'espère que tu vas me permettre de les déployer comme ça. Ça me va. Voilà. J'ai aimé la technique que tu as utilisée pour construire le roman, comme des fresques. Parce que tu vas avec une courte histoire qui, au premier abord, n'ont pas des liens. Et puis à un certain moment, tu les relis, et ça m'a beaucoup plu. Ça, c'est la première chose que j'ai aimé dans cet ouvrage. La deuxième chose que j'ai aimé, c'est le travail sur la langue. Les romans de jeunes écrivains congolais, comme moi, bien sûr, et quand je parle de jeunes écrivains congolais, je m'implique. Généralement, on a ces problèmes de langue. Généralement, on ne prend pas assez de temps de travailler la langue, on ne prend pas assez de temps de construire l'œuvre littéraire, à tel point que dès que c'est publié, on a l'impression que ça a été bâclé, soit ça a été bâclé, soit l'auteur a été juste négligent. Et à Bougie, on sent que vous avez quand même fait ce travail-là, vous avez fourni beaucoup d'efforts sur la langue. Ça, j'ai beaucoup aimé. La troisième chose que j'ai aimé, c'est aussi la qualité de l'impression. Là, c'était la partie un peu voilà, bon enfant. Là, il y a une deuxième partie. Pas vos petits enfants, mais voilà. Voilà. Là, maintenant, on parle d'écrivain et écrivain. Ce que je n'ai pas aimé dans l'ouvrage, c'est
la manière dont vous décrivez les scènes. Les scènes, généralement. Pas le sexe, hein, les scènes. La manière dont vous décrivez les scènes, ou vous les écrivez tout simplement. On a l'impression que c'est un peu, je vais dire, robotique, un peu forcé. Un peu en scène que vous sortez du récit, principalement. Vous sortez du récit. Par exemple, j'ai pu voir que votre narration ou votre narrateur, c'est un narrateur Dieu. C'est un narrateur qui connaît tout. Avec les romans modernes, même quand il s'agit d'un narrateur Dieu, un narrateur omniprésent, on essaie de prendre un personnage et à partir de ces personnages-là, on raconte toute l'histoire au personnage. Le personnage a vu, le narrateur écrit. Mais ce que vous faites, par exemple, il y a la petite qui se réveille dans sa chambre, avant même de se rendre compte que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Je parle de. J'ai oublié le nom. Masika. Voilà. Avant même de se rendre compte de tout ce qui s'est passé, vous décrivez la chambre, vous décrivez son réveil, mais à un moment, personnellement, je n'arrive pas à comprendre par quelle magie. Vous sortez directement de la pièce, vous parlez des éperviers qui sont en train de chanter, vous parlez de la fumée qui est en train de monter en dehors de la maison. Je pense que si vous me donnez le temps, je pourrais retrouver. D'accord. Page 55. Il s'était endormi et n'était sorti de son sommeil que vers 18h30. La cité était redevenue silencieuse. Le vacarme des armes s'était tué. Seuls les hirondelles se flottaient au-dessus des arbres dépouillés. Ça, je peux encore comprendre. Et là où ça me dérange un peu, c'est quand vous parlez de la phrase qui va suivre. Au loin s'élevait une fumée noire. Dans le ciel, un épervier tournoyait sans se lasser. Ndoya avait eu faim tout à coup. Donc, il s'agissait du garçon et non de la fille. Donc, la phrase au loin s'élevait une fumée noire. Alors que là, le narrateur, l'auteur, nous sommes dans la chambre de l'enfant. Vous décrivez son réveil. Mais par bâton magique, par un bâton magique, vous êtes dehors, vous nous parlez de la fumée qui est en train de monter. Ça, je n'ai pas compris. Ou comment vous justifiez cela? Il y a, je prends la page aussi, donc il y a cette partie où le garçon, après avoir marché à son réveil, il s'engage sur un terrain marécageux. Pendant qu'il est en train de partir, il nous dit qu'il avait du mal à avancer à cause de la boue, à cause des herbes. Mais, après avoir découvert le linge qui avait du sang, il nous dit qu'il a couru. Parlons encore de la description. Vous avez tellement la description que chaque scène, pour vous, doit avoir une description d'abord du personnage, du lieu. Par exemple, il y a la dame qui arrive, la portière arrière s'ouvrit, mêlée dans une robe bleue couvrant à peine les mollets. Julie descendit, fit quelques pas pour se dégourdir les jambes. Je suspends d'abord la narration. Au loin sur la prairie, un troupeau de chèvres broutait tranquillement l'herbe verdoyante. Dès et puis tu reviens à la scène. C'est en quelque sorte dérangeant. Pour moi, c'est un peu dérangeant. Tu décris ta scène. Si tu voulais peut-être décrire les lieux de la scène, soit tu le fais avant de décrire les actes des personnages, soit que tu les décris après,
que mettre ça en pleine teinte. Ça te sort du récit, ça te sort de la scène. Ça te sort de la scène. Et puis, cette envie-là de décrire à tout moment, j'ai l'impression que vous en avez un peu abusé en lisant le roman. Vous en avez un peu abusé. Au point où, sur chaque page, il y a des descriptions. Sur chaque. À un certain moment, j'ai envie de te dire, mais Nar, mon gars, Nar, raconte ton histoire. C'est beau. Il y a des moments où tu décris très bien. J'aime. Par exemple, quand l'enfant se réveille, la manière dont vous décrivez la lumière, la manière dont vous décrivez la chambre qui baigne dans la lumière et tout, c'est très beau. Mais quand vous en faites trop, ça devient un peu lassant. C'est comme si je disais on va dire quoi, mon passage n'en faisait pas trop. Je pense que Gustave qui en faisait un peu trop, à telle enseigne que personnellement, il y a certains de ces livres que je n'ai pas pu finir à cause de ça. Donc, voilà, je pense que j'ai demandé que je puisse reposer cette parole. Parce qu'à chaque page nous donne envie d'aller voir encore la page qui suit. Et c'est ce qui m'a beaucoup plus intéressé dans cet ouvrage. Et bien que la description soit un peu de trop, mais j'ai aimé parce que c'est beau. Parce que moi, quand c'est beau, même si c'est exagéré, j'aime. Bon, à part ça, à lire Ainsi sont faites les liens, nous sommes face à une œuvre qui valorise un peu la culture africaine. Je prends un exemple de deux personnages, de Julie. L'auteur Godefroy met dans la bouche de Julie une sorte de paroles qui valorisent la culture africaine, qui donne un peu de sens à cette culture. Et comme disait Liliane Kestelov dans son ouvrage Anthologie de la littérature de l'Europe africaine, la littérature est avant tout l'expression de la culture. Il a voulu un peu propager, donner de la valeur à notre culture africaine particulièrement. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et son mari était le même Congolais ignoré. Et cela me fait encore penser à Théodore Monod qui disait l'Afrique n'est pas un tronc d'arbre tombé d'avant-hier, mais elle est pourvue de vestiges préhistoriques. Et André Gide disait nous n'avons pas seulement à instruire les Noirs, nous avons aussi à les écouter. Et comme pour Diop, même pour les anciens, l'Égypte a été toujours ancien. C'était justement pour donner cette valeur-là à la civilisation africaine. Et pour dire que l'Égypte ou l'Afrique est le berceau de toutes les civilisations. Donc, en lisant cet ouvrage, j'ai fait un voyage. Et cette marche onirique-là me permet de retrouver l'Afrique, même si je n'ai pas voyagé trop dans la vie réelle comme ça, mais j'ai voyagé dans Ainsi sont faites les liens. Et là, c'était la partie positive. Et pour la seconde partie, qui est quelque peu négative, mais pas vraiment, parce que ça va nous aider et aider aussi l'auteur pour la prochaine publication. Si nous avons dans la page, il parle de un fier guerrier. Un fier guerrier. Je pense que la place de l'adjectif viole un peu la syntaxe. Comme disait Voltaire, la crainte de l'adjectif et le commencement du style. Et Clémenceau disait toujours à ses journalistes, faites des phrases, sujet, verbe, complément, mais pour l'adverbe et l'adjectif, venez me voir. Pour dire qu'un simple adjectif ou un simple adverbe peut changer le signifié ou la sémantique d'une phrase. Je donne un exemple. Celui qui dit habituellement il parle bien, et c'est lui encore qui dit il parle bien habituellement. Ils n'ont pas dit la même chose. Là, c'est pour l'adjectif, les adverbes. Et celui qui dit encore un brave homme, et celui qui dit brave homme, il ne parle pas de la même chose. Pour dire que la place de l'adjectif ou de l'adverbe a une place très très importante
dans une œuvre littéraire ou dans un texte qui est digne d'être qualifié de français. Si nous allons encore dans la page 146, lorsque Michel téléphona à Alphonse, il dit encore, monsieur, dites-lui que c'est de la part de Michel. Je me suis posé beaucoup de questions. Dire c'est de la part de Michel. C'est Michel qui parle pour sa part ou il parle pour l'intérêt de l'autre. Parce que quand j'appelle parfois David, je dis c'est de la part de David. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui est appelé, et qui est appelé plutôt, mais j'ai appelé pour David. Donc c'est un peu ça. Il faut un peu faire cette nuance-là. Donc dire que c'est de la part d'eux. On sous-entend que ce n'est pas l'interlocuteur dont il s'agit, mais de quelqu'un d'autre. Mais si vous descendez, vous comprendrez que Michel parle pour son propre intérêt. Après TP, vous descendez un peu, il y a le jeune fumeur, mère de feu. Et je pense que l'emploi du mot jeune n'a pas vraiment beaucoup plus d'importance dans cette exposition. Ça va en tout cas m'étonner. Pourquoi? Parce qu'en quatrième, quand notre professeur de français nous enseignait un texte de David Diop intitulé L'Afrique. Il dit l'Afrique, mon Afrique. L'Afrique de fiers guerriers dans la savane ancestrale. David Diop, c'est un grand écrivain, c'est un classique, un très grand poète. Il a fait usage de cette construction, de ces syntagmes adjectivales, je pense. Donc, ça m'étonne que ce soit une faute. Afrique de fiers guerriers. Ici, l'auteur s'en est servi au singulier, donc c'est tout à fait normal. Donc, pour moi, c'est une correction. C'est le bon usage. Donc, dire que c'est une entorse à la langue, voilà, ça me dépasse. Voilà. Donc, quand un écrivain qui a publié en France, où le français est la langue première, qui a été édité par les éditeurs français, ça m'étonnerait qu'un Congolais dont le français est la langue seconde. Pour moi, c'est comme ça a été dit. Maintenant, on va rentrer sur les considérations entre guillemets négatives des livres. Je commencerai par ce point qui vient de faire couler beaucoup de salive ici sur la page 27, Pierre Guerrier. J'ai du mal à comprendre ce qu'on me reproche. Avant même que je réponde, on dit, je pense que c'est un adresse d'affaires actor ou combit probatio. C'est à la personne qui allègue les faits qu'il revient de me démontrer. Où est le problème lorsque je dis Pierre et où est le problème? Dites-moi où est le problème et je répondrai. Jusque-là, le contradicteur ou le lecteur qui pense que, en disant Pierre Guerrier, il y a un souci, je ne sais pas, de style syntaxique ou sémantique, qui nous dit à quel niveau le problème se situe, je répondrai.
Tant qu'on ne me dit pas où est le problème, moi je ne vois pas, ce n'est même pas une question. Fondamentalement, je le dis de manière très humble, hein, froidement, je ne vois pas où est le problème que je dise grande maison, maison grande, fier guerrier, guerrier fier, tant que ça rentre dans le contexte où, à la page 27, le personnage, je pense, le gourou, est en train de s'adresser au pilote dans sa cellule en lui disant tu es un Mungala, un fier guerrier. Où est le problème? Je ne vois pas de problème de style à ce niveau. Je peux me tromper. Christian peut répondre. Christian peut répondre. Il peut justifier cette incorrection. Bien poser la question. La question n'a pas encore été posée. La faille de style n'a pas encore été démontrée. Je ne sais pas. Peut-être que Christian a compris autrement qu'il y a un problème. Moi, je n'ai pas compris le problème. Il va poser la question parce qu'il n'a pas encore posé. Non, il va justifier cette incorrection. Excusez-moi, il est en train de lui dire à la page 27. Nous n'avons pas le temps d'en parler aujourd'hui. Revenons à la raison de ta présence. Demain, il se passera quelque chose ici. Tu es un Mungala, un fier guerrier, un pilote de guerre. Il est en train d'en appeler au sens le plus profond de ces personnages pour lui dire réveille un peu ce qui sommeille en toi. Un Mungala, c'est un stéréotype certes, mais ça reste ancré dans l'imaginaire collectif qu'un Mungala c'est souvent un guerrier. C'est pour ça que le Lingala est devenu une langue de l'armée aujourd'hui, depuis la Deuxième République. Il lui dit tu es un fier guerrier, réveille ce qu'il y a en toi parce que demain, je te sors de cette prison, on va se battre. C'est tout ce que je voulais exprimer. Dire qu'il y a faute de style ou de contexte, moi je ne vois pas. Est-ce qu'on peut interrompre par vous? Donc, par rapport à cette affaire de fier guerrier, parce que j'ai l'impression, excusez-moi, oui. Moi j'ai l'impression que quand vous dites blanc, bonnet, bonnet blanc, j'aurais compris que l'auteur dise. Si je dis, quand je parle comme ça, on m'entend pas. Non. Ok. Si je dis à quelqu'un, vois-tu cette blanche maison? Si je lui dis, vois-tu cette maison blanche, je ne lui dis pas la même chose. Moi j'ai choisi. Non, il y a un choix. Non, c'est ce que l'auteur doit dire et tu as raison. Il y a un choix que l'auteur fait. Si je dis à quelqu'un, vois-tu cette blanche maison, j'insiste pas sur la maison. L'élément déclencheur dans son cerveau, c'est la couleur de la maison d'abord qui est sur la maison. C'est ainsi que blanche maison sera différente de maison blanche. Mais je passe. Lorsque l'auteur insiste sur fier guerrier, et que par là, il n'insiste pas sur guerrier en fait, il insiste sur le côté fier. Et vous les contredisez? Non, moi je parle, non. Tu veux les contredire? Non, s'il vous plaît. Non, il nuance. Moi, ce que je fais, je nuance. L'auteur, lui, et puis tu as raison, c'est parce que j'ai dit l'auteur. Lorsque quelqu'un, pas l'auteur, lorsque quelqu'un, et tu as raison, très rarement même tu as lorsqu'une personne dit fier guerrier, il insiste sur le côté fier de l'individu. Mais après, est-ce que c'est une faute de dire un guerrier fier et un fier guerrier? Il n'y a aucune faute du tout. Par contre, si la personne qui utilise est un perfectionniste, comme nous autres par exemple, on sera obligé d'aller jusqu'au bout de la nuance pour qu'il ne se pose pas des questions dans le chef des auteurs, des lecteurs, pardon. Voilà. Je ne sais pas si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire là. Les noms des intervenants. Le premier, la manière de décrire les scènes, il a trouvé que c'était robotique, c'était forcé, de sortir un peu du récit, le narrateur dit, écoutez, il y a un enjeu dans l'écriture romanesque, c'est d'arriver à plonger les lecteurs dans un univers, mais avec des mots, c'est pas facile. Souvent, la meilleure façon de les plonger dans son univers, dans l'univers du récit romanesque, c'est de l'écrire, de manière à ce que dans le cerveau du lecteur, il puisse se représenter des endroits, se représenter des sensations, des lieux et des personnes. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ça ne sera jamais parfait, en fait. Et le choix de ce personnage omniprésent, omnipotent, omniscient, du narrateur, plutôt, excusez-moi,
omniprésent, omnipotent, omniscient, c'est un choix pour lequel j'ai opté et je l'assume. Je ne me suis mis nulle part vraiment dans la peau en tout cas directement dans la peau des personnages. Je suis resté ce narrateur qui regarde d'en haut les personnages qui interagissent sur la scène et qui essaye de décrire, de placer le lecteur sur la même position d'en haut pour qu'il regarde le monde, qu'il regarde les personnages qui interagissent. Mais par moment, je pense que j'entre dans les personnages. J'entre dans les personnages, je décèle leur manière de percevoir le réel. Lorsque, par exemple, je prends mon personnage, la fille qui essaie de décrire comment elle perçoit les journées comme des samedis, comment elle perçoit la carte du Congo, les fleuves, les villes, les capitales et tout le reste. Je pense que là, c'est vrai que le narrateur reste dans sa position, entre guillemets, divine, d'omnipotence, d'omniprésence et d'omniscience, mais il s'incruste un peu dans le personnage, dans son ressenti, un peu d'enfant. Je ne vois vraiment pas en quoi c'est robotique, mais c'est un ressenti que je vais analyser pour voir si je peux corriger demain. Mais l'effort s'attend vers une représentation qui soit la plus évocatrice du vécu dans le chef du lecteur. Ça n'atteint jamais la perfection, mais je pense que je m'en suis rapproché un peu le plus. Alors, tu as évoqué, à la page 55, j'étais dans la chambre où Massika, mon personnage, s'est réveillé, et puis directement j'étais sorti. Effectivement, j'ai planté un décor, parce que si tu vois bien, c'était 55, je crois, je pense. 55, c'est pas Massika, c'est Lovia, les jumeaux. J'ai commencé par décrire l'intérieur de la maison et puis directement je suis passé pour décrire la cité. Enfin, je suis toujours dans cette casquette de narrateur omniprésent. Il vous décrit ce qui se passe dans la maison, mais il veut vous placer le plus possible dans la scène pour percevoir ce qu'il perçoit lui en tant qu'omnipotent, omniprésent. Il vous sort de la maison, il vous ramène à l'extérieur et vous dit ce qui se passe dans la cité. C'est pas comme si c'est le jeu. Le narrateur ne s'est pas mis dans la casquette du jeu. Là, je limiterai, je décrirai juste ce qui se passe à l'intérieur sans sortir de la maison. Mais puisque c'est le narrateur omniprésent, omniscient, entre guillemets, divin, je peux bien vous mener à bateau comme je vais. C'est comme ça que tu as vu que j'ai jonglé un peu, je peux t'expliquer aussi, j'espère. J'ai jonglé un peu avec le temps, l'espace, en les construisant, en les déconstruisant un peu à volonté. C'est juste ça, j'assume cette casquette-là. On peut pas intervenir là. Sur l'angle de point de vue. C'est elle qui fait la police, je ne sais pas, du débat. Non, parce que, je ne sais pas, on risque de passer parce que ce que vous décrivez c'est qu'on appelle l'angle, le point de vue dans le roman. Le problème, c'est que vous partez du point de vue omniscient qu'on appelle en fait l'angle zéro. Lorsque vous faites parler le personnage, il y a une différence. On doit sentir que c'est le personnage. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Là, on allait rebondir sur ça. Non, il n'a pas fini cette phrase. Non, sur des choses comme ça, on n'a même pas besoin de finir en fait. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Tu dois comprendre. Oui, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Voilà. Alors, Donc, il finisse d'abord son idée. Alors voilà, les angles, le point de vue en fait, c'est-à-dire le point où l'on se situe, le pouvoir, c'est très important dans le roman. Alors maintenant, il faut savoir l'habiller. Lorsqu'on est dans la peau du narrateur, l'exemple que tu prends, ce n'est toujours pas le personnage, ça reste le narrateur. Et le danger du point de vue zéro, l'omniprésence, parce qu'il est omniprésent en ce que lui, il sait. Mais s'il devient omniprésent dans l'esprit du texte et du lecteur, ça deviendra ennuyeux. C'est ça l'inconvénient d'utiliser le point de vue zéro. Et c'est l'assume, hein, cet inconvénient, c'est l'interprétation effectivement du travail artistique. Hein. Moi, je l'assume, cet inconvénient. Aussi longtemps que je ne mêle pas, moi, deux points de vue, il n'y a aucun endroit où je parle
en me situant dans un angle d'un personnage, je reste dans l'angle de l'omniscience. En fait, toujours. Mais il faut définir l'omni. L'omni, ça veut dire tout. Ça veut dire qu'on peut être en même temps. Comme ça, je pouvais le Il faut faire. dire, bien sûr. Voilà. Où est la limite? Non, le problème, c'est que c'est ça, justement. Quand tu es dans le point de vue omniscient, ce n'est pas forcément l'angle du point de vue interne. Dans le point de vue omniscient, c'est surtout le narrateur. Pas forcément l'auteur, le narrateur. Dans le point de vue interne, parce qu'il y a un point de vue externe aussi qui est absolument pas omniscient, tu deviens quoi? Tu nous fais voir dans l'œil du personnage sans que ce ne soit l'angle du point de vue omniscient. Ça, c'est très important. C'est ça que je fais. Non, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu as pensé faire. Explique-toi. Attends, pardon? Explique-toi. Mais c'est ce Qu'est-ce que qui te je fait fais. dire que c'est pas ce que je fais? Puisqu'il n'y a aucun endroit où je parle en jeu. À moins que ce soit dans des dialogues où je fais dire à des personnages des choses. Et je reste dans l'omniscience, dans cette position-là, dans ce point de vue zéro, et je fais parler des gens. Mais je n'ai pas un endroit où je me suis réveillé et j'ai dit ceci et cela. Mais non, alors notre erreur, c'est de penser que le point de vue interne, c'est le jeu. Est-ce que pas ça lui toute l'œuvre? J'ai très mal à la tête parce que. Voilà. Moi, non, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est normal. J'ai très mal à la tête parce que j'ai tenu à finir ce livre. S'il te plaît. Il faut m'écouter jusqu'à la fin. Moi, j'ai très mal à la tête, pas parce que le livre est affiché, c'est pas ça. Tu l'as bien lu, Pat. S'il te plaît. Si on pense que je n'ai pas bien. Non, pas. Non, je demande seulement. Hein? Je taquine un peu. Mais Non, j'ai- montre pas sur tes chevaux. Vas-y, Pat. Je suis déjà. Yaman, je n'ai rien décidé. Yaman. La danse, il est, moi, je sais. Tu arrives jusqu'à la page 60. Moi, Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Non, Mais puis ici, les tableaux, tu as la les page tableaux 40, tu as la tels que- page. Non, Les tableaux tels que Je Godefroy compare. le fait, Je prends des dans faits. le bilan, c'est presque la même chose. je prends les faits. On fait Tu un as la tableau, page on s'arrête, 60. en tableau, on s'arrête, en tableau, on s'arrête. Non, c'est bien. Tu as la page 60, tu as compris déjà l'intrigue et tu attends la suite. Mais il y en a que tu ne comprends pas, c'est même pas les débits. Tu n'es même pas encore au seuil du roman. Il y en a. 146. Je n'ai pas compris. Excusez-moi. 146. Ah, dans l'appel, allô, il dort encore, messieurs, dites-lui que c'est de la part de Michel. Bon, je pense qu'ici, la dame, lorsqu'elle devait parler à son mari, elle devait lui dire, je t'appelle de la part, disons, je te fais part de cet appel de la part de Michel. C'est comme ça que je l'ai dit, dites-lui que c'est de la part de Michel. C'est que c'est Michel qui parle, mais il demande à la dame de dire, disons, il donne à la dame ce qu'elle doit dire à son mari en disant, dites-lui que c'est de la part de Michel. C'est ce que la dame va dire. Oui, oui, voilà. Il met les paroles dans la bouche de la dame et il les répète comme telle qu'elle. Page jeune fille mère, je crois que vous avez raison. Fille mère, ça marcherait. À moins qu'il y ait un autre point de vue. Marie. Être fille-mère, ça veut dire que tu n'es pas encore mariée, mais tu es mère. Mais tu peux être jeune fille-mère. Donc, dans un âge très jeune. C'est pas la même chose. Je pense que déjà, cette histoire, moi, il me convient. On est varié quand même les concepts, les lignes, et je pense que ça passe. Oui, et parfois, ça explique plus. Oui, j'ai déjà vu partout dans ce livre. Pourquoi? Pourquoi? Le ciment, Et c'est exactement ce qu'on te reproche parce que ça, l'auteur n'a pas su le dire. Et stylistiquement, c'est ça le pardon, reproche. Pat. Stylistiquement, l'auteur désigne les contenants par les contenus. On fait de l'ingénierie ici.
il a Donc, dit, du signifié au signifiant. ça manquait d'émotion. C'est ce qu'il faut de quel point de vue? Je crois que l'éditrice qui a écrit cette S'il vous plaît, phrase-là s'il vous plaît, nous a s'il vous déjà plaît. expliqué. Est-ce qu'on peut revenir avant de prendre la parole, on lève la main et puis j'accorde parce que là on va dans tous les sens. D'accord, tu peux. Si vous parlez de temps, je crois que je dois être la première personne nationale. J'étais là pour Issa ranger les chaises. On ne peut pas être pointé à 18h et après venir se plaindre pour dire qu'il est temps. Est plus forte que la douleur d'avoir perdu ses propres parents. Ce qui fait que l'enfant apprend quand même que ses parents sont morts. On est en train là de parler des choses très graves, la manière dont les choses se déroulent, et puis là on touche quelque chose de fondamental, c'est en situation de guerre, il faut comprendre certaines choses en fonction du contexte de guerre. On est dans une cité où un massacre vient d'être opéré, on est à Béni, à Boulou, en territoire de Béni, sous le Rwenzori. Et c'est un enfant qui a déjà connu un premier choc. C'est une expérience entre un personnage enfant et la mort. Et les réactions peuvent être irrationnelles et incompréhensibles. C'est comme ça que je te pose cette question exactement parce que ça sort de l'ordinaire. Il aurait dû pleurer. Il y a des moments où tu es face à des situations où les larmes ne viennent pas. L'enfant ne savait pas que les parents de son ami étaient morts. C'est possible qu'il soit sur la vie, je dis, ah ok, donc on est quand même ex-aequo. Et puis l'expérience de la mort, je ne pense pas que la manière dont toi tu appréhendes la mort est similaire à la manière dont un enfant appréhende la mort. Moi, je peux appréhender la mort comme quelque chose de définitif. Ça veut dire c'est irréversible, tu es parti, tu ne reviendras plus. Mais pour un enfant, c'est possible que c'est quelque chose qui peut changer demain. Donc, c'est tout à fait normal que le sentiment de culpabilité soit plus profond en lui que la douleur de la perte de ses parents. De ce côté-là, je pense que le fait que ce ne soit pas cohérent dans ta façon à toi d'appréhender la chose ne fausse pas du tout la manière dont les choses se sont passées. Non, quand tu dis là, je trouve ça très grave parce que c'est exactement, je pense, c'est exactement dans ce manque de rationalité dans la réaction que moi je pense qu'il y a toute la rationalité de la scène. Le fait que vous ne compreniez rien, pour moi ça veut dire qu'exactement c'était bien ça. Donc, le fait que ce ne soit pas rationnel, ces réactions face à des drames aussi puissants que la mort, le fait que ce ne soit pas compréhensible, c'est exactement ça, ta rationalité. là, tu veux dire que c'est la cohérence qu'on voulue pour rechercher par. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ça aurait été très intelligent. Je ne l'ai pas dit. Comme ce n'est pas intelligent, alors. Le problème, c'est que l'auteur n'a pas réussi à entrer dans le personnage de l'enfant. Toute la réflexion que l'auteur nous sort ici, vous savez, à un moment, l'enfant peut penser que, en fait, c'est juste parce que c'est quelqu'un d'intelligent qui nous sort ça, mais non, il n'a pas pu réfléchir comme ça quand il écrivait. C'est ça le danger avec ce point de vue. Il faut savoir très bien l'exploiter, sinon on s'ennuie. Et là, il nous ennuie. Là, il n'y a même pas question de ça. Il n'y a même pas question de. Tu n'as pas la parole. David, tu n'as pas la parole. Non, on discute. Non, on ne discute pas. Tu lèves la main, je te la parole. Merci. Merci. Non, tout ça, j'ai fini. Ça, on va pas. D'accord. Tu as répondu à la question de Vivian. Je pense. Et quelle satisfaction on parle là déjà pas. Pourquoi tu veux contextualiser? Pourquoi tu veux hiérarchiser les satisfactions? Pourquoi? Dans un contexte.
Pour la petite, c'est un samedi, elle est à l'école, son chauffeur vient la chercher bien que dans la panique. Elle rentre, il y a ses parents et dans la nuit, il y a des gens qui discutent avec les parents. Elle se cache. Quand elle ressort, les parents ne sont pas là. La réalité, du point de vue de l'enfant, ce que l'enfant sait, c'est ça. Alors, il ne faudrait pas, pour justifier une défaillance quelque part, pour dire, ou alors, je me dirais, je vais essayer de confirmer ce que Patrick disait tout à l'heure, qu'à un moment donné, l'auteur se perd par rapport à l'angle, au point de vue que lui il utilise, et il n'arrive pas dans la narration à certains moments à se mettre dans la peau de l'enfant. Le contexte du livre, il y a la guerre, mais l'enfant, lui, mon chauffeur est allé me chercher. Je suis rentrée, il y avait des gens à la maison dans la nuit, les gens discutaient avec les parents, je suis sortie, il n'y avait plus personne, donc je cherche, ils vont revenir. Le contexte, il est là. C'est le point de vue de l'enfant. Regarde, lorsque l'enfant, et c'est après la conversation que l'adulte va remarquer, oh, tu étais toujours ici. Et à ce moment-là, l'enfant a appris ce qui s'est réellement passé. Il n'est plus dans un contexte innocent où il ne savait pas ce qui s'était passé, il se posait des questions. Ici, il a la confirmation que les gens ont été exécutés. Et l'idée le dit, tu vas comprendre. Non, le problème, il n'est pas là. L'enfant, les deux enfants séparés. Il découvre, ce sont les parents de mon ami de l'école. Ce sont les parents de mon ami de l'école. Et à un moment, il se rend compte que dans le village, il n'y a que les deux. Et à un moment, il le dit à cet adulte que si je lui dis, elle va souffrir. Donc, cet enfant sait que la mort d'un parent, c'est quelque chose de grave. Qu'un enfant qui est pratiquement qui est pratiquement pubère ne réagisse pas quand on lui dit que son père est mort, qu'il ne réagisse pas du tout, même à un adulte, ça peut arriver. Ça, je le concède. Mais quand il dit « je suis rassuré parce que moi aussi, je lui ai caché la mort de ses parents », là, il a banalisé et ce n'est pas normal. C'est invraisemblable parce que même quand c'est un... ici, c'est pas normal. La Béni, c'est normal. Quand les réflexes... Irrationnel. Ah, donc ça écrit pour les habitants des pays, Ça c'est dépend ça? de la Non, c'est le sentiment. Je me trouve dans un contexte totalement irrationnel. La réaction vient de manière à ce que c'est à un endroit où vous ne l'attendiez pas. Quelqu'un peut rire. Est-ce que quelqu'un perd de la mort des parents? Il se met à sourire. Il se met de la mort des parents de l'autre. Devenir fou, on est au bord de la folie là-bas. N'essayez pas de chercher à expliquer selon votre rationalité quinoise. Que quelqu'un soit déshumanisé par le fait qu'il a subi des souffrances, moi je le consomme, mais que quelqu'un soit beaucoup plus humain. Empathie envers l'autre, mais l'antipathie pour lui-même. Bon, moi je propose ceci, parce que Sénégal n'est pas là, sur ça. On ramasse une ou deux copies sur la conjugaison et tout. Le livre, l'auteur l'a dit, quelque part, il est sorti de l'imaginaire, mais il s'inspire des faits réels. Il s'inspire des faits réels. Et ce sont des faits que tout le monde connaît. Tout le monde, c'est de notoriété publique. Oui, quand on dit qu'il y a eu une évasion à Makala, le lycée que juin, tout le monde connaît, tout le monde. Mais avant déjà de commencer, je voudrais que l'auteur me réponde, à une de mes questions. Lorsque le gourou demande à son sbire de sortir l'ancien capitaine de l'armée, et pendant qu'ils tiennent la discussion, il est Keller. Pas compris. Lorsqu'il fait quoi? À quel point? Au tout début,
Donc, ça s'appelle la même chose. Au tout début, pourquoi est-il difficile de regarder, d'acheter, nanana, pendant qu'il est en pleine méditation? Donc, on est vraiment au début de la discussion qui tient sur le je vais te faire sortir ici, cette nuit, reste éveillé, tout ça. Là. Ne sois pas loin de moi un peu comme ça. Je ne pense pas. La scène se passe à Makala, la prison centrale de Makala, que nous connaissons tous. Je suis à la page 12. Impassible, rien ne semble bien préoccupé de sa présence. Il vient de cesser sa macération et introduire le but des racines en moyen de lumière des bénédictions. Si le Dieu a fait extrême repose au rang militaire de sa cellule, situé au premier étage du pavillon 1. Nous sommes de ne pas avoir entendu et que dans les marches au rez-de-chaussée. La prison centrale de Makala. Existe-t-il des bâtiments qui sont construits en hauteur au point où on est un rez-de-chaussée, un premier niveau et un deuxième niveau? C'est un ancien prisonnier du matin dont tu parles. Le pavillon 1. Dis-moi l'autorité, c'est un prisonnier. Il était là-bas. Tous les pavillons, pas le pavillon 8 peut-être. Le pavillon 8 n'a pas de première. Merci. Il était là, bon. Une fois. Le pavillon 6, il y a deux niveaux partout. Sur le temps, je reviens vers la fin. Je ne sais pas dire aux gens coréens, parce que tu es au exemple des cultures de garnison effectivement. Voilà. Ouais, donc voilà. Où est la contradiction? Les audiences commencent à 9h, même si on sait que dans la pratique, les juges ne sont pas très portés sur la ponctualité. À la page 11, Kinshasa Congo, prison de Makala, entre le 16 et le 17. Entre le 16 et le 17. L'évasion dont tout le monde a entendu parler a eu lieu dans la nuit du 16 au 17. Ça veut dire, on va dire le matin du 17. Il était peut-être 1h, 2h. La discussion, il l'a dit. Vous dites ce qui se passe là, c'est entre le 16 et le 17. Dans la